Euh, dans les manuels d'histoire littéraire, la période dont je vais parler ce soir est identifiée à celle de l'avènement du romantisme. Le sacre du poète, certes, mais aussi un mouvement plus que littéraire, artistique dans son ensemble, musical, pictural, et dont les racines plongent, on l'apprend à l'école, dans le Sturm und Drang allemand, l'exaltation de la sensibilité, la quête du moi au contact de la nature. L'histoire du romantisme en littérature a, on le sait aussi, on l'apprenait à l'école, des inflexions politiques. Le romantisme est souvent décrit comme un enfant de la Révolution française qui aurait été traversé d'une ardeur religieuse et d'une nostalgie pour l'ordre monarchique, un goût pour, en reprenant un terme de l'époque, les antiques croyances. Et ce romantisme se serait fait, toujours dans les mêmes narrations, après 1830, plus social. 1848, l'échec de la Seconde République aurait marqué le glas d'une illusion lyrique, celle de pouvoir s'adresser au siècle, autre terme d'époque, depuis un magistère littéraire qui était d'autant plus sacralisé qu'il prenait la place d'une religion en recul. Pourtant, ce romantisme ardent, tel qu'on le décrit, cette attente fiévreuse, selon les mots d'Edgar Quinet dans l'Histoire de mes idées, cette soif effrénée de l'âme après le désert de l'Empire, ce romantisme est vite travaillé, contredit par le mouvement du désenchantement des générations nées après la Révolution. La génération des enfants du siècle, dont Alfred de Musset, dans La Confession d'un enfant du siècle en 1836, a écrit en quelque sorte le manifeste. Manifeste donc de cette génération de 1820, née entre deux mondes. Je cite ces mots célèbres. 3 éléments partageaient donc la vie qui s'offrait alors aux jeunes gens. Derrière eux, un passé à jamais détruit, s'agitant encore sur ses ruines, avec tous les fossiles des siècles de l'absolutisme. Devant eux, l'aurore d'un immense horizon, les premières clartés de l'avenir. Et entre ces deux mondes, quelque chose de semblable à l'océan qui sépare le vieux continent de la jeune Amérique, je ne sais quoi de vague et de flottant, une mer houleuse et pleine de naufrages, traversée de temps en temps par quelques blanches voiles lointaines ou par quelques navires soufflant une lourde vapeur. Le siècle présent, en un mot, qui sépare le passé de l'avenir, qui n'est ni l'un ni l'autre, et qui ressemble à tous deux à la fois, et où l'on ne sait, à chaque pas qu'on fait, si l'on marche sur une semence ou sur un débris. Fin de citation. Je voulais faire entendre la langue d'Alfred de Musset. Génération exaltée et tout de suite amère, dont le désenchantement sera donc l'un des maîtres mots, mais qui concourt en quelques années à faire de l'art et de la poésie les plus hautes des valeurs, et l'écriture littéraire l'activité la plus désirable. Désiré Nisard. Il n'y avait pas d'écolier intelligent qui ne rêvât la gloire des lettres. S'il y a révolution ici, en ce temps de restauration monarchique qui s'ouvre en 1815, c'est avant tout dans ce que Paul Bénichou, dans des livres importants, a appelé la promotion du sacerdoce poétique. Ensuite, dans les formes, c'est l'histoire de la rupture avec les dogmes de la tragédie classique, l'ouverture à des modèles étrangers, l'Allemagne et l'Angleterre, et puis la mise en valeur de la liberté de l'inspiration et l'exaltation partout, dans la poésie comme dans la prose, de ce moi sensible, ce je, son aspiration à affirmer son autonomie et l'autonomie de l'art tout entière, et l'aspiration à s'adresser au monde depuis l'art, où ce je parle. C'est la croyance que nous continuons à dire romantique dans la puissance expressive de la littérature. La littérature, c'est l'expression de la société. D'un point de vue plus social, la montée chez des générations de jeunes gens sortis des collèges et des lycées de l'Empire d'une aspiration à la littérature comme forme supérieure d'accomplissement personnel et social, aspiration nourrie par la réussite flamboyante d'un Chateaubriand, d'un Victor Hugo ou d'un Lamartine. Tout ceci se joue sur fond d'expansion du commerce de la librairie, d'explosion de la production imprimée, du développement sans précédent de la presse, et après 1830, les premières formes de presse à grand tirage et l'avènement du roman feuilleton. C'est aussi le temps du développement de l'illustration, dans la presse comme dans le livre, illustration à tous les prix, gravure sur bois ou lithographie, le tout pour des lectorats
urbain surtout, de plus en plus large. Le Paris dont je vais parler est presque intégralement alphabétisé. Grand dévoreur d'imprimés sous toutes ses formes, journaux, livres, mais aussi placards et affiches. Et un Paris largement doté en institutions de lecture, des salons de lecture pour les plus riches et des cabinets de lecture à tous les prix pour lire le journal ou louer des romans. Je ne vais pourtant pas tout à fait raconter l'histoire de la Révolution romantique, ni relater, à la manière des histoires littéraires, dans le sillage des travaux fondateurs de Paul Bénichou ou en m'appuyant sur les excellentes études d'Anne-Martin Fugé sur la vie d'artiste au XIXe siècle, l'aventure des écoles littéraires de ce temps. Tout de même, évoquons les romantiques frénétiques de 1830, ces gothiques portant longue barbe et longs cheveux à la mérovingienne, pourpoint moyenâgeux et fumant la pipe turque, les buveurs d'eau, les jeunes France au teint pâle et à l'habit noir, cette garde rapprochée de Victor Hugo lorsqu'il fait scandale au théâtre, les bousingots, nom d'un chapeau républicain après 1830, ou d'autres réunions d'artistes et de poètes. Le salon de Charles Nodier à l'Arsenal, le plus central, le plus officiel, le plus établi. Ce cénacle dont la gloire de Victor Hugo est à la fois le cœur et l'objectif. L'oasis artistique de la rue du Doyenné, une petite rue derrière le Louvre, disparue dans les travaux de l'haussmannisation, où vivent au milieu des années 30 Gautier, Théophile, Gérard de Nerval, Arsène Housset et le peintre Camille Rogier. Ruche heureuse, paraît-il, où peintres, journalistes et poètes exaltent leur art et font la fête, beaucoup. Bals, orgies Moyen-Âge, beuveries, qui n'ont cessé par la suite d'être racontées, magnifiées, enluminées par ceux qui avaient connu ce Doyenné du milieu des années 1830, et ce ne sera pas la moindre de leurs œuvres que d'avoir donné à ce lieu l'aura d'une sorte de jardin d'Éden artistique. Au cours des années 1840, d'autres aventures se racontent, déclinées dans le langage qui s'invente alors, celui de la bohème artiste. Les buveurs d'eau de la rue de la Tour d'Auvergne avec Henri Murger, l'inventeur des scènes de la vie de Bohème. Et Nadar, journaliste et pas encore photographe. Et d'autres poètes encore qui viennent lire leurs œuvres. C'est là que s'invente la bohème, c'est de là que sort ce petit journal, le Corsaire Satan, qui lance Baudelaire et le réalisme comme école littéraire. Baudelaire rencontre ce petit monde de la bohème vers 1844 et il loge alors, ici même, au 17 quai d'Anjou, au dernier étage de ce bâtiment qu'on n'appelait pas encore l'hôtel de Lauzun, mais l'hôtel Pimaudan, qui devient une nouvelle colonie d'artistes et où on pratique l'art et la débauche sous toutes ses formes, filles, orgies et hachiches. Autre Éden. L'île Saint-Louis était alors un lieu un peu poussiéreux, à l'écart et très mélancolique, à en croire les descriptions de Paris. Je m'arrête ici dans cette énumération très incomplète, mais dont on perçoit, je l'espère d'emblée, le charme. C'est une histoire de liberté et de création, de misère transfigurée et de croyance dans le génie créateur de l'individu, au-delà des contraintes sociales ou des censures politiques. Comme l'écrit l'historien américain Gerald Siegel à propos de l'idée de bohème, toutes nos aspirations modernes sont là. Toutes nos aspirations d'individus, tous les dilemmes du développement individuel et social. Les bohèmes, après les artistes 1830, ont inventé un mode de vie. Ils ont réussi à faire de leur mode de vie une sorte de vision poétisée et dramatisée de l'ensemble des tensions sociales de leur temps. Ils ont mis en mots la tension entre l'aspiration libérée par les révolutions, aspiration sociale et politique, à la liberté, et la perception parfois très violente des barrières élevées pour les contenir. Le suffrage censitaire et tout ce qui va concentrer la haine contre le bourgeois, repoussoir, mais aussi horizon de réussite. Alors, pour citer Siegel, j'aime bien cette citation, « Costume étrange, cheveux longs, existence au jour le jour, absence de domicile fixe, liberté sexuelle, enthousiasme politique extrémiste, penchant pour la boisson, pour la drogue, peu de goût pour le travail régulier, beaucoup pour la vie nocturne. » Qu'est-ce qui ne désigne pas là quelque chose de nos aspirations à tous, ou de nos hantises ? La force des bohèmes, entre la petite presse, le théâtre et le roman, est d'avoir doté la vie sociale moderne d'une fantasmagorie efficace, d'une grammaire imaginaire, une fantasmagorie durable, qui est la plus réussie, et la plus diffuse aussi, grâce à des productions littéraires. Il n'est pas une histoire littéraire de cette période,
même la mieux appuyée sur une théorie sociologique critique, qui ne doivent faire avec la manière dont les protagonistes ont d'emblée raconté les délices et les tourments de leur vie d'artiste, mais aussi les lieux, salons ou mansardes, les sociabilités, les modes de vie. Ils ont d'emblée écrit leur propre histoire, qui est une histoire de bataille, celle d'Hernani, où le drame romantique conquiert le théâtre français, Bastille littéraire. Hugo est explicite, je le cite, « La bataille qui va s'engager à Hernani est celle des idées, celle du progrès, c'est une lutte en commun, nous allons combattre cette vieille littérature crénelée, verrouillée. » C'est bien la Bastille dont il est question. 1830 aura donc eu ces deux révolutions, celle du 25 février, Hernani, et celle des journées de juillet. Une histoire de bataille, de querelles, de camaraderie, de coups. La presse, petite presse littéraire, puis la presse politique libérée un temps de la censure après juillet 1830, joue un rôle majeur dans cette sorte spéciale d'histoire militaire. La littérature est entrée en régime médiatique. Paris apparaît dans cette histoire comme une gigantesque scène avec ses lieux privilégiés, sa géographie artistique et littéraire. Le quartier latin des étudiants et des artistes sans le sou, la modernité des boulevards, les attraits de la chaussée d'Antin et du Palais Royal, quartier de la presse, des théâtres, des cocottes, la nouvelle Athènes romantique. Et puis, je l'ai dit, les écarts, les refuges, les Édennes, le Doyenné, l'île Saint-Louis. Dans cette géographie littéraire, le Paris laborieux et grouillant, du centre et de l'Est, celui qui fait les révolutions, n'apparaît guère. En tout cas, guère avant les années 1840. Et on connaît le mot dédaigneux d'Alfred de Musset, de l'autre côté du ruisseau, c'est-à-dire en dessous des grands boulevards, ce sont les grandes Indes. Voilà pour le peuple. Lieu magnétique donc pour des cohortes de jeunes gens élevés en province ou outre-mer, grande scène littéraire avec ses libraires, ses éditeurs, ses cafés, ses lieux de débauche, la splendeur toute neuve des boulevards éclairés au gaz, ses bouges et ses mauvais lieux, ses garnis pour étudiants fauchés, ses grisettes. On le voit, vous la reconnaissez, c'est une mythologie qui a la vie longue, une mythologie non en ce sens qu'elle raconterait quelque chose de faux, mais qu'elle est fondatrice et indéfiniment transmise jusqu'à nous par la littérature elle-même, les romans de Balzac par exemple. Les romantiques ont été de très efficaces mythographes pour eux-mêmes et pour leur cadre de vie. C'est de cette capacité de la littérature à inventer quelque chose qu'on appelle alors la vie parisienne que je voudrais partir pour proposer un parcours un peu différent de celui de ce qui serait une histoire littéraire du romantisme. Mon parcours n'aura deux fils. D'une part, il parlera de la contribution de la littérature à l'invention de Paris, le Paris moderne, d'une modernité qui sera celle de Baudelaire et dont Walter Benjamin se fera l'indépassable autant qu'énigmatique explorateur dans son merveilleux livre des passages. La littérature ne reflète pas et ne raconte pas seulement la manière dont Paris est devenue la capitale du XIXe siècle. La production littéraire de cette époque a fortement contribué à faire de Paris cette capitale, capitale des signes autant que ville lumière. Parler de révolution littéraire de Paris, c'est raconter comment la littérature a révolutionné Paris, l'a façonné, comment elle a inventé Paris comme ville à parcourir, à déchiffrer, une ville texte. Ce sera mon premier fil. L'autre est politique. La littérature, ce qu'on appelait alors littérature, a été investie par tous ceux qui, aspirant à la représentation, mais privés de l'accès au vote, en ces temps de suffrage censitaire, ont voulu faire entendre leur voix. Poètes ouvriers, femmes auteurs. Dans cette période de fermentation d'idées et de formes, d'organisation politique, de critique sociale, de hantise croissante de la misère au cœur de la ville, ce qu'on appelle alors le paupérisme, la littérature a été créditée d'un véritable pouvoir politique. En bonne part, pour ceux qui y ont vu un instrument d'éducation des masses, de progrès. En mauvaise part, pour ceux qui l'accusèrent d'avoir fait fermenter les esprits, préparés aux insurrections et aux révolutions. Accusation que les spécialistes du XVIIIe siècle connaissent bien et qui sert à la fois à fustiger la littérature, dangereuse, subversive, mais dans le même coup à délégitimer le mouvement révolutionnaire, qui ne serait dû qu'à la littérature. Stendhal a placé dans la bouche d'un de ses personnages, la duchesse de Miocens, dans La Mielle, cette petite phrase aristocratique de l'après-1830, que c'étaient les romans qui avaient perdu la France. Stendhal n'y adhère pas, au contraire, il ironise ici sur cette idée reçue dans les salons aristocratiques. Plus tard,
sous le Second Empire, on pourra entendre en Sorbonne le très dédaigneux Saint-Marc Girardin, professeur de poésie française, ouvrir son cours annuel de poésie française sur ces mots. La Révolution de 1848 n'avait ses causes que dans les fantaisies de la mauvaise littérature, dans les passions érigées en doctrine, dans les odieuses peintures que le roman faisait de la société. Aussi n'a-t-elle point duré. 1848 dans notre histoire ne mérite pas d'être autre chose qu'un accident fatal, sans cause et sans durée. C'est une scène des mystères de Paris. Mais qu'avait donc été ce roman pour que tout auditeur puisse comprendre le sel de cette phrase? J'en parlerai tout à l'heure. Alors cette autre histoire littéraire de Paris que je veux évoquer, je vais m'y essayer en utilisant un terme et une manière en vogue dans la librairie romantique du temps, en utilisant quelques vignettes, des petits arrêts sur image, des gros plans sur des moments où littérature, ville et politique se nouent singulièrement, et où la littérature, c'est-à-dire ceux qui l'écrivent, mais aussi ceux qui la publient et la lisent, inventent le Paris moderne. Alors, première vignette. 1815. En 1811, je me suis permise de reculer un tout petit peu dans le temps. Dans la presse verrouillée de l'Empire, un dramaturge, Étienne de Jouy, invente dans cet espace tout nouvellement créé, qu'on appelle le rez-de-chaussée du journal, sous la ligne noire. Donc un journaliste, Étienne de Jouy, invente dans cet espace tout nouvellement aménagé du journal une forme d'écriture assez inédite. Il l'appelle « bulletin moral » et raconte toutes sortes d'anecdotes plaisantes et de scènes de la vie parisienne. À distance de l'actualité alors très contrôlée par la censure des bulletins de la Grande Armée, il s'agit d'une sorte d'actualité sans conséquence, littéralement infra-politique. Elle est en dessous de la politique, qui ne demande pas vraiment d'y croire, mais seulement d'y croire comme si c'était vrai. L'inventeur de ce bulletin moral s'appelle Étienne de Jouy, et son personnage, celui qui signe ces bulletins fictionnels, Pierre Cernal connaît bien, l'ermite de la chaussée d'Antin. Dans sa biographie imaginaire, ce personnage a beaucoup voyagé pendant les périodes de gros temps révolutionnaires et ne se serait réinstallé que très récemment, avec Bonaparte, qu'il sert ici à sa manière. Son ermitage, il l'installe dans la rue de la chaussée d'Antin, encore pleine de jardins hérités des Mathurins, mais qui s'est retrouvée rejoint par la croissance urbaine, et le bulletin moral de l'ermite reprend le tableau de Paris, là où Louis-Sébastien Mercier, quelques années auparavant, l'a laissé. Il peint la société parisienne tout en racontant les spectacles et les attractions à la mode, les bains turcs ou les montagnes russes, les ragots ou les scandales du moment. Formidable service rendu à l'empereur. L'ermite se moque de l'authenticité des nouvelles et ramène tout au même niveau. Les bruits de la ville, les considérations sur les embarras de Paris ou les couleurs des rubans au chapeau des dames. Mais il introduit dans la presse, dans ce rez-de-chaussée, quelque chose de nouveau qui est une certaine diversité de voix, une polyphonie. Seulement, voilà l'ermite de la chaussée d'Antin avec sa lunette qui regarde dans Paris. Seulement, la défaite de l'Empire change la donne. Car, vous l'avez compris, Étienne de Jouy sert le pouvoir en racontant ses histoires. Et donc la position même de cet ermite ironique vacille, et on peut suivre dans le rez-de-chaussée de la Gazette de France, où il publie ses petites histoires, comment le changement politique fait voler en éclats les conditions politiques de possibilité de l'écriture d'Étienne de Jouy. Alors, il fait mourir son personnage, au moment même où celui-ci assiste à l'entrée des troupes alliées dans Paris. Cet ermite-là meurt pour en laisser vivre d'autres, des cousins, des neveux, d'autres personnages créés par Étienne de Jouy, qui mourront au fil des soubresauts politiques, les 100 jours, la Seconde Restauration, pendant que leur auteur, lui, parvient à entrer en bon serviteur du nouveau roi à l'Académie française. À cet ermite qui sort de la scène en 1814 pour sauver son créateur, j'ai envie d'opposer un chiffonnier. Non pas lui, mais celui-ci,
Un chiffonnier. Le chiffonnier de Paris, créé en 1847 au théâtre de la Porte Saint-Martin par le dramaturge et bientôt homme politique Félix Pyat, ici photographié par Félix Nadar. Pyat a derrière lui une œuvre de dramaturge conséquente pour un homme de 36 ans. Les Deux Serruriers, mélodrame social, ont été joués tout au long des années 40. En 1847, incarné par le très célèbre acteur Frédéric Lemaître, le père Jean, le chiffonnier, incarne quelque chose de la revanche du peuple contre les gros. Et vous connaissez peut-être l'histoire. Jouée jusqu'au 17 janvier 1848, la pièce est interrompue avant d'être reprise au 3e jour des événements de février, le 26, pour une matinée gratuite offerte au peuple en armes. Et parmi les haillons et les ordures de la hotte, le chiffonnier Frédéric Lemaître tire avec son crochet la couronne royale. L'aventure vaut à Pyat de quitter la littérature pour entrer en politique. Et ce, pour une très longue carrière, puisqu'il terminera député et sénateur sous la Troisième République, entrecoupé d'un long exil. J'arrête ici cette première vignette en diptyque. Une sortie de scène et une entrée en scène. Un ermite qui meurt pour laisser son auteur entrer à l'Académie française et un chiffonnier qui précipite son créateur dans l'action politique. Complexité, on le voit, des fonctions sociales de la littérature et insuffisance qu'il y aurait, à coup sûr, à raisonner ici seulement en termes d'engagement ou de désengagement. Du mélodrame, Pyat avait déclaré en 1835 qu'il était le sans-culotte de l'art, le genre démocratique, comme le devait l'être pour la librairie, le roman, et en particulier le roman feuilleton. Je voudrais vous faire entendre avec les mots de Pyat comment la littérature se pense comme une histoire politique, en 1835. Je le cite. Sous la Restauration, gouvernement mixte, où l'élément populaire était pondéré avec les deux éléments aristocratiques et royal, l'art fut constitutionnel. Enfin, l'élément populaire, envahissant toujours sur les deux autres, enfanta une seconde révolution politique, ça c'est 1830, et presque en même temps éclata une révolution littéraire. Et voici comment il raconte la bataille d'Hernani et la révolution romantique. Il s'agissait de conquérir la liberté de la forme. Classique et romantique s'entrechoquèrent comme aristocrates et plébéiens. Les classiques, inintelligents légataires des doctrines politiques de leurs devanciers du XVIIIe siècle, prêchaient ces doctrines dans la même forme d'art que les testateurs eux-mêmes, et par un esprit étroit de fanatisme pour le passé, ils se trouvaient dans la position absurde de demander le mouvement en politique, ils étaient libéraux, et de le rejeter en littérature. Les romantiques, au contraire, nés d'une réaction monarchique et religieuse, relevant tout ce que le XVIIIe siècle avait abattu, glorifiant tout ce qu'il avait outragé, ne vantant que la loyauté des preux dont les philosophes n'avaient prôné que les rapines, ne vénérant que la majesté des rois dont les philosophes n'avaient flétri que la barbarie, ne célébrant que les bienfaits d'une religion dont les philosophes n'avaient senti que les abus, les romantiques, disons-nous, étaient rétrogrades quant au fond, mais révolutionnaires pour la forme. Ainsi, l'on eut l'étrange spectacle de deux factions inconséquentes, dont l'une voulait la réforme politique en niant la réforme littéraire, et l'autre appelait la réforme littéraire en excluant la réforme politique. Et alors, par une incroyable bascule de principe, on vit les libéraux, les révolutionnaires, invoquer académiquement le secours de la royauté légitime contre les légitimistes, et les légitimismes invoquer prolétairement le secours de la liberté contre les libéraux. La victoire devait être et fut au progrès. Pour en finir avec l'ancien régime littéraire, on tua ceux qui l'avaient illustré. Ce fut la terreur noire. Des flots d'encre coulèrent. Les gloires du beau siècle furent décrétées suspectes. Chaque jour, septembrisa un grand nom. Chaque jour, une auréole tomba, exécutée sur la grève littéraire. Les ducs, les marquis, les barons de la langue émigrèrent ou périrent. Les Sansons de la nouvelle critique burent le sang de Racine dans le crâne de Boileau. Bref,
L'aristocratie fut tuée en art comme en politique. Les genres se confondirent, comme les rangs dans cette période d'égalité. Plus de seigneurs, plus de châteaux forts, plus de génies privilégiés, plus de théâtre français. L'art circula un peu partout, à la Porte Saint-Martin avec Dorval, à l'Ambigu avec Frédéric, à la Gaîté avec Bocage, à la Comédie Française même avec Mademoiselle Mars. Auteurs et acteurs errèrent à l'aventure de la rue de Richelieu, au boulevard. La tragédie descendit sur les tréteaux de la Porte Saint-Martin. Le mélodrame vint avec la moitié la plus honnête de son nom briser les portes de la Comédie Française entre Alexandre Dumas et Victor Hugo, etc. Alors, vous voyez, cette manière de raconter l'histoire du romantisme comme une révolution qui se rejoue dans la grammaire même politique de la Révolution. Alors, autre vignette. 1836. Alfred de Musset publie La Confession d'un enfant du siècle. Ardeur politique, ardeur poétique et désenchantement politique. Les lois de septembre 1835 ont mis fin à 5 années de liberté inconnue dans la presse et la littérature et laissent inemployée une armée de journalistes, des dessinateurs féroces, mais aussi de patrons de presse et d'éditeurs qui vont se reconvertir dans la satire des mœurs contemporaines, tout leur art de la charge politique. J'en reparlerai dans un instant, car Paris va là se réinventer. En 1836, le directeur du journal La Presse, Émile de Girardin, révolutionne le monde des journaux, et plus largement celui de l'imprimé. Divisant le prix de l'abonnement au journal annuel par 2, les journaux étaient alors vendus à l'abonnement, de 80 à 40 francs, et en faisant financer l'écart par la réclame, la publicité. Il invente un modèle qui permet en quelques années une très forte hausse des tirages. Des près de 40 000 exemplaires quotidiens sous l'Empire, on passe à 145 000 exemplaires quotidiens à Paris en 1845. Le journal est devenu moins cher. On ne peut pas plus l'acheter qu'auparavant. Mais il se loue pour 2 fois moins dans les cabinets de lecture. La location d'un journal sur place coûte 5 centimes, ce qui revient, pour une lecture quotidienne, à une dépense de 18 francs par an, ce qui est certes moins que 40 francs. Ce faisant, chaque exemplaire du journal circule en de très nombreuses mains chaque jour, et il est très difficile d'évaluer la diffusion réelle de ces journaux tirée à quelques milliers, puis à quelques dizaines de milliers d'exemplaires. Le journal loué est ainsi de loin l'imprimé le moins coûteux, à une époque où un roman moyen, 2 volumes in octavo, est vendu 7 francs en librairie, plus de 2 fois la journée de travail d'un ouvrier, et loué 20 centimes, parfois 30 centimes s'il s'agit d'une nouveauté. Les petits formats se louent parfois moins cher. Girardin a parié sur l'augmentation du lectorat. Il faut des contenus plus attractifs et moins partisans. Avec son quotidien à 40 francs, La Presse, un certain modèle de presse politique, où le journal constituait une tribune, l'organe d'un parti, d'une mouvance, d'une conviction, ce modèle-là se trouve concurrencé par un journal plus ouvert à la polyphonie, plus ouvert et aussi plus instructif. Hostile au sectarisme de la presse, Émile de Girardin ambitionne de délier les journaux des partis et de supprimer à terme la pratique de l'abonnement. Il s'agit donc de substituer à la polémique ce qu'il appelle la publicité, c'est-à-dire le fait de rendre les opinions publiques, en faisant un journal lisible qui serait l'instrument du débat collectif. Dans cet extrait de La Presse du 2 juillet 1836, on lit « Au lecteur de la presse, il suffira d'un seul journal et de quelques minutes pour apprendre ce que les journaux de toutes les opinions contiennent d'important. » Pour faire baisser le prix de l'abonnement, il faut parier sur l'augmentation du lectorat. Les rubriques de variété, ce qu'on appelle de variété, s'étoffent, et parmi elles, celles consacrées à la littérature, qui était alors plus présente dans les revues, sur le modèle anglais, revues sérieuses comme la Revue de Paris, revues artistiques ou littéraires. En 1836, Girardin publie en plusieurs fragments un roman de Balzac, La vieille fille. Le roman entre dans la presse quotidienne. Il va bientôt envahir ce rez-de-chaussée, que l'on va appeler feuilleton-roman ou roman-feuilleton. Tous les
romanciers du siècle s'y mettent, avec plus ou moins de bonheur. Balzac et George Sand, Alexandre Dumas, Frédéric Soulier, Eugène Sue. Certains y trouvent fortune. Selon le directeur du Constitutionnel, le docteur Véron, le juif errant d'Eugène Sue, publié en 1844, aurait sauvé le journal qui périclitait en faisant passer le tirage en quelques jours de 3600 exemplaires à 25 000. Comment ne pas céder à ces sirènes ? Sue y aurait gagné 100 000 francs. Alors, les historiens du livre et de la lecture ont souvent vu cette période comme le moment du triomphe du livre. Il faudrait plutôt parler du triomphe de l'imprimé, et plus précisément de l'imprimé périodique, car c'est par la presse, celle du roman feuilleton et des quotidiens, que les nouveaux alphabétisés entrent dans la lecture. Les contemporains eux-mêmes ne cessent d'en établir le diagnostic, pour vanter parfois le rôle du journal dans la culturation des classes populaires à la lecture, soit sur un mode chagrin pour attirer la concurrence qu'introduit le journal contre la librairie, attirer l'attention sur la crise de la librairie, ou encore stigmatiser l'immoralité et la faiblesse de ces lectures pour le peuple. La littérature est dans le journal. Elle raconte l'histoire et la géographie. Elle adapte le mélodrame au roman. C'est une révolution littéraire qui a pour siège la presse parisienne, puis la presse provinciale. Car dans ce feuilleton s'ouvre un espace pour parler du monde, qui n'est pas celui de l'actualité ou de l'opinion. C'est un espace de représentation, un espace plus ouvert au vent de l'actualité que l'espace confiné et confidentiel des volumes de la librairie, mais un espace aussi plus libre que celui du strict compte-rendu des séances de l'Assemblée dans les colonnes sérieuses du journal ou des nouvelles sur ce qui se passe à l'étranger. C'est un espace en prise sur le lectorat, dont les enthousiasmes sont palpables. Le lectorat, en effet, passe d'une feuille à l'autre, selon qu'on y lit du Sue, du Sand ou du Dumas. C'est un espace où s'inventent les codes de la fiction sérielle que nous regardons aujourd'hui sur nos écrans. Des types, des personnages typiques, de la parodie et surtout l'art de la coupe. Voilà des publicités en quatrième de couverture, en quatrième page de la presse. Et voici un feuilleton. Et je passe à ma vignette suivante, physiologie sociale et littérature panoramique. Je crois que là, on est au cœur de ce qui se joue. La presse a ouvert aux aspirants à la littérature un espace aussi immense que problématique. Boulet quotidien du journalisme, pour ceux qui rêvent d'avoir un peu de temps pour écrire de la poésie. Soumission aux immondes exigences, selon eux, des directeurs de journaux. Coup de ciseau de la censure, mais de l'argent, un peu, parfois beaucoup. Et du pouvoir, celui de faire parler de ses amis, d'organiser la réussite ou la déchéance d'une pièce, d'un roman, d'un recueil. L'écrivain journaliste est un paysage central de la vie littéraire parisienne de ce temps. Chez Balzac, il s'appelle Raoul Nathan. Il vit avec une actrice, a des ambitions politiques. Ou Lucien de Rubempré. Il vit le journalisme comme une déchéance. Mais tout ce petit monde, traversé de fortes tensions sociales, économiques, de clivages politiques, nourrit un étourdissant bavardage quotidien sur Paris, ses lieux, ses spectacles. Les lois de septembre 1835 ont bâillonné la verve politique. Alors, avec leurs camarades dessinateurs, ils se rabattent sur les mœurs parisiennes, les leurs et celles de leurs voisins, qui deviennent l'objet de leur satire, de leur trait d'esprit, de leur tendresse, de leur sens de l'observation. Autour de 1840, la littérature sur Paris atteint son paroxysme. Chaque éditeur lance son tableau de Paris, associant plumes et crayons. Réalisation mi-sérieuse, mi-drôle, où tout ce petit monde se met en scène en rivalisant d'esprit. Dessinateurs et écrivains façonnent, des types sociaux. Certains franchement descriptifs, un épicier ici et une grisette. Des épiciers, des rentiers, des étudiants, des grisettes, d'autres plus fantaisistes. Parmi eux, des figures vouées à durer. La grisette, cette petite ouvrière au grand cœur et aux mœurs légères. Le flâneur, l'homme de la modernité urbaine. Promeneur et observateur,
Botaniste du pavé, dira Henry James. Le voici, à ramasser des types pour son panier. La modernité parisienne trouve ici sa grammaire et sa géographie. Un idiome décliné en gammes. On trouve des physiologies comme ceci à 1 franc. Alors, la portière, le vieux garçon, la lorette, le poète, les amoureux, la femme entretenue, etc. Et puis, les beaux volumes du Diable à Paris, ou de ce que je viens de vous montrer, mais que je vous remontrerai, les Français peints par eux-mêmes. Voilà, les Français peints par eux-mêmes. 1840. Le ton varie. Ici, franchement parodique, là, plus grave. Dans Le Diable à Paris, que voici, chez Hetzel en 1844, George Sand dénonce les contrastes sociaux et Gavarni, le dessinateur, donne à la misère parisienne quelques silhouettes poignantes, que voici, celle-ci ou celle-là. On ne se lasse pas de feuilleter ces albums, on a l'impression d'y être. Walter Benjamin a donné à cette littérature un nom, celui de littérature panoramique, en référence au spectacle des boulevards qui faisait fureur depuis l'Empire et proposait un spectacle circulaire, bataille ou paysage lointain, panoramique. Donc cette littérature, typisante, elle plonge aussi dans les profondeurs du labyrinthe de la société parisienne et invente un regard sur la diversité sociale de la société post-révolutionnaire. Diversité de la société post-révolutionnaire. Certains vont y voir une pré-sociologie, au risque d'ailleurs de minimiser la part franchement ludique et autoréférentielle de cette littérature. À l'heure où réformateurs sociaux et philanthropes s'inquiètent de l'entassement des pauvres dans les garnis du centre de Paris, de la délinquance des classes laborieuses, de ce nouveau fléau qu'on appelle le paupérisme, la misère des travailleurs, la littérature panoramique invente une fantasmagorie, terme benjaminien, de la vie parisienne, où la gaieté flirte avec l'inquiétude. Diable à Paris. La précarité n'est jamais loin. Paris devient ainsi durablement la capitale du XIXe siècle, espace sémiotique, où tout fait signe et tout est à déchiffrer, qu'il s'agisse des murs couverts de signes, des vêtements des passants ou de la physionomie des visages et des maisons. Dans cette littérature, Balzac forge son écriture. Chez lui, la description de Paris va devenir drame. Les types s'incarnent dans des personnages dont le destin s'inscrit dans l'histoire et la géographie parisienne. La narration récupère tous les motifs du discours sur Paris pour les mettre en mouvement. La combinatoire romanesque de la comédie humaine permet de figurer cette expérience de la ville dans toute sa complexité. Chaque roman place ainsi au premier plan un aspect inexploré de la mosaïque urbaine, tandis que l'arrière-plan dessiné par les autres romans, faits ou affaires, se charge d'un potentiel inépuisable de figures. Le système balzacien, appuyé sur une écriture du détail, rend ainsi la profondeur et la dynamique de la ville, toute sa densité sémiotique. Avant-dernière vignette. 1842. Le peuple en littérature, les mystères de Paris. C'est dans l'espace du feuilleton que viennent se croiser, dans le journal des débats exactement, en 1842, cette écriture urbaine et l'inquiétude sociale et politique montante, nourrie par les mouvements de grève de 1840, l'agitation politique républicaine et socialiste constante, la publication de grandes enquêtes sociales sur les classes laborieuses, celles de Villermé, de Frégier, de Buret, après la grande enquête de Parent du Châtelet sur la prostitution. Les mystères de Paris, publiés dans le journal des débats entre juillet 42 et octobre 1844, font scandale, comme probablement aucune œuvre littéraire ne le fera. C'est une révolution littéraire. Les premières parties du roman proposent une exploration inédite du centre du Paris populaire, l'île de la Cité. Ses cabarets et ses taudis, dont il ne reste pas grand-chose, voire rien du tout. L'agitation industrieuse et le brassage social du quartier du Temple. Les zones incertaines des barrières de la ville, la prison de Saint-Lazare où sont enfermées les prostituées et les voleuses. Tout cela évoque un monde rarement décrit sur ce ton dans la littérature du temps. Su transpose au bas-fond l'exotisme qui avait été celui de ses romans maritimes, et il bouleverse les codes de l'écriture urbaine en proposant l'image d'une ville secrète et violente, mystérieuse, inquiétante. La plongée littéraire dans les entrailles de la ville prend une tonalité grave.
proche des enquêtes sociales. Réalisme douloureux qui détonne. Il évoque Dickens, qui commence à publier à la même époque, mais qui n'est pas beaucoup lu en France. On y trouve en revanche une sorte d'équivalent graphique dans ces silhouettes de misérables que je vous ai montré dessinées par Gavarni. Point de propos pittoresques, nés de décors d'atelier ou de boutique, des visages ravagés, des corps affaissés, sur fond de décors urbains minimalistes. Un parapet, un mur lépreux, quelques pavés. Fleur de Marie. Alors, la voici. Fleur de Marie, la petite fille grelottant sur le Pont-Neuf en rêvant de sucre d'orge et de poupées, est martyrisée par l'horrible chouette qui lui arrache les dents avant de la contraindre à la prostitution. C'est la grande sœur de Fantine et de Cosette, comme Jean Valjean tient du Chourineur, cet ancien bagnard revenu à la vertu au contact de Rodolphe. Je l'ai dit, il n'y a pas d'équivalent au XIXe siècle, Le Prince. Au scandale suscité par les mystères de Paris, la plongée dans les bas-fonds, en compagnie d'une prostituée, qui s'appelle Fleur de Marie, d'un criminel et d'un prince déguisé en ouvrier, révulse une grande partie de la critique, qui se dresse en protectrice de la morale et du bon goût littéraire, alors qu'on s'arrache le journal des débats dans les cafés et les cabinets de lecture. Tout le monde a dévoré les mystères de Paris, raconte Théophile Gautier, même les gens qui ne savent pas lire. Ceux-là se laissant fait réciter par quelques portiers érudits et de bonne volonté. Su comprend que son roman passionne ceux que préoccupent les questions sociales, les philanthropes, les réformateurs de tous bords, les socialistes, les militants de la presse ouvrière. Le journal va lui permettre d'expérimenter une hybridation. En écrivant ses feuilletons au fur et à mesure, il ouvre le roman aux questions de l'actualité la plus brûlante. Il introduit des notes de bas de page, des lettres, sans jamais cesser de nourrir la fiction de rebondissements incroyables. Su invente le roman de la question sociale. Révolution littéraire. Une autre manière de traiter de l'actualité dans un journal, austère, dominé par les comptes rendus des débats législatifs ou des articles politiques difficiles. Les mystères de Paris proposent à leurs lecteurs une pédagogie de l'actualité. Ils rendent sensibles et vivantes les grandes questions sociales de l'heure. La réforme des prisons, le mont-de-piété, la justice. Au-delà de l'indécision idéologique dessus, qui était dandy et a été converti à la philanthropie puis au socialisme par la réception de son roman, la force poétique et politique des mystères de Paris réside dans cette capacité à instituer un débat ouvert au plus grand nombre dans la presse, à faire circuler les idées réformatrices, à rendre visible tout un univers de misères, petites ou grandes, qui demeurait exclu de l'espace public. C'est bien de représentation qu'il s'agit. J'en viens ainsi à ma dernière vignette, mais je vous montre quand même des produits dérivés des mystères de Paris. Ce jeu de loi qui est au musée Carnavalet, ou une petite publicité pour des statuettes en vente donc chez ce producteur de statuettes en bronze. Alors, 1848, révolution littéraire. Vous vous souvenez que Saint-Marc Girardin, en 1853, dans son cours de poésie française, avait dit que la Révolution de 48 n'était rien d'autre qu'une page des mystères de Paris. C'est à la fois dire le mépris dans lequel il tient et le roman et la Révolution de 48, mais en même temps l'importance de ce roman pour parler de ce qui s'est passé. Les contempteurs de 48 ont voulu charger la barque de la littérature, de la même manière qu'on avait accusé les philosophes de pervertir le peuple à la fin du XVIIIe siècle. Après 1848, on va lire des récits horrifiés de la Révolution. Je cite celui-ci. Plus d'un gamin de Paris, plus d'un ouvrier fainéant et beau parleur, plus d'un repris de justice incorrigible, sortir de l'ambigu comique, un théâtre, et de la porte Saint-Martin, dans la soirée du 23 février 1848, parfaitement dressés pour marcher à l'assaut de la civilisation et de la fortune publique. Donc vous voyez, passage des salles de théâtre aux barricades. Dans un autre récit, dans la plupart des instigateurs et des chefs des émeutes et des insurrections populaires, nous avons reconnu le Robert Macaire du drame fictif, personnage de Daumier, personnage littéraire et artistique. Plus menaçant encore ce récit. Ce que quelques hommes firent contre un gouvernement,
la littérature moderne l'a fait contre la société. Elle aussi a groupé les cadavres. Elle a aussi exposé des plaies saignantes et affreuses. Elle a amassé des bassesses, des infamies, des vices, des crimes, tout ce qu'une imagination en délire pouvait rêver de plus hideux. Et puis elle a dit « Malheur à la société », car ces victimes, c'est la société qui les a faites. Car ces bassesses, ces infamies, ces vices, ces crimes proviennent du fait de la société. Et le peuple a cru à cette calomnie. Une fois déjà, il s'est armé, il est descendu dans la rue et s'est battu avec un courage héroïque. Et l'auteur de ce récit prévient. Vaincu le peuple, mais non détrompé. Il garde ses armes, sa colère, sa vengeance, il attend. Alors, les littératures font-elles les révolutions ? Et cette littérature-là a-t-elle fait la révolution de 48 ? Les hommes de 48, qui avaient à leur tête un poète devenu homme politique, Lamartine, qui avaient tous foi dans le magistère des lettres, se la sont posé cette question, et très sérieusement. Les littératures font-elles la révolution ? J'ai envie de laisser le dernier mot à Alexandre Dumas, candidat malheureux à la députation au printemps 1848. Il s'était présenté dans l'Yonne avec une affiche dans laquelle il s'exposait, comme toujours chez lui avec excès et panache, comme un travailleur et un producteur. Voici, sans compter 10 ans d'éducation, 4 ans de notariat, 7 ans de bureaucratie. J'ai travaillé 20 ans à 10 heures par jour, ou 73 000 heures. Pendant ce temps, j'ai composé 400 volumes. Les 400 volumes tirés à 4 000 et vendus 5 francs chacun ont rapporté, auteurs non compris, 11 853 600 francs. Soit, aux compositeurs, les typographes, 264 000 francs. Aux pressiers, 528 000 francs. Aux papetiers, 633 000 francs. Aux brocheuses, 120 000 francs. Les couvertures seules ont coûté 28 888 francs. Aux libraires, 2 400 000 francs. Frais d'annonce, courtage, voyage, 1 600 000 francs. Aux commissionnaires, 1 600 000 francs. Port d'1 million de volumes, 100 000 francs. 500 cabinets littéraires à 40 centimes par jour, 4 580 000 francs. En fixant le travail quotidien à 3 francs, comme il y a 300 journées de travail, mes livres ont donné pendant 20 ans du travail à 692 personnes. Dumas fut battu. L'échec fut cinglant. Et la riposte, non moins cinglante, celle de Proudhon, l'auteur de Qu'est-ce que la propriété, dans Le représentant du peuple, journal qu'il rédigeait à l'époque. Il écrit là alors un article qui s'appelle tout simplement « Ce que la Révolution doit à la littérature », dans laquelle il dénie toute légitimité politique comme toute utilité sociale aux écrivains. Mettez-vous bien cela là, travailleurs. Il faut 100 fois plus d'intelligence pour construire une machine à vapeur que pour écrire 100 chapitres de Balsamo. C'est que le pain et le travail manquent au printemps 48 et que ce n'est certainement pas Dumas qui va le donner au peuple. Mais le 4 juin, avant les tragiques journées de juin, dans la France nouvelle, Dumas rétorque à Proudhon que la Révolution doit beaucoup à la littérature. Elle lui doit ce que l'automne doit au printemps, ce que la moisson doit à la semaille. Et le romancier d'énumérer la renaissance de l'idée chrétienne, due à Chateaubriand, les 15 années de lutte de Lamartine à la Chambre, ainsi que son histoire des Girondins, l'œuvre de Lamennais, de Michelet, de Hugo, qui naît, je le cite, d'un bout à l'autre que la glorification évangélique de tout ce qui souffre et par conséquent de tout ce qui travaille, ses propres œuvres, à Alexandre Dumas, etc., outre Gaulle et France, outre le chant des Girondins, qui a fourni une antistrophe toute prête au sifflement des balles de Sévrier, 200 ou 200 volumes de romans chroniques qui ont ressuscité devant le peuple son passé, qui lui ont donné une conscience vivante de lui-même, qui ont en effet flétri les mystères tour à tour obscènes et atroces de la Ligue, de la Régence et de 93, qui ont stigmatisé les hontes de Henri III et les crimes de Marat. Puis, à Eugène Sue, à Georges Sand, à Louis Blanc, à Esquiros, à Quinet, à 20, à 100 autres, tant de livres qui sont des actions, tant d'œuvres devenues des faits,
tant d'idées vaillantes et hardies qui se tenaient debout sur les barricades et combattaient invisibles avec les ouvriers, comme Minerve avec Ulysse, et que tous les mourants consolés pouvaient voir, mais que vous n'avez pas seulement soupçonné, vous qui n'y étiez pas. Ça, c'est une petite méchanceté pour Proudhon. Alors, Dumas regrette que la Révolution ait fermé les théâtres, ruiné les librairies et banni de l'Assemblée les princes de la littérature. Il pense à son échec, mais il souligne ainsi l'immense dette de la République envers les lettres et celle de la Révolution envers la littérature. Et c'est sur cette question, qu'est-ce qu'une révolution doit à la littérature, que je vais m'arrêter.